Bienvenue dans ce 129e Rendez-vous des Futurs, une émission tout à fait spéciale puisque réalisée dans des conditions très particulières du confinement, le confinement que nous vivons. Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir Olivier Aubert. Alors, il y a plusieurs manières de présenter quelqu'un de nos jours. Moi, en général, j'opte pour la manière la plus courte et la plus assumée surtout. C'est celle de la mini-bio du compte Twitter. Alors, de votre côté, j'encourage tout le monde à vous suivre. C'est @Olivier Aubert, chercheur en arts et sciences cognitives, auteur de Anopticon, une exploration de l'Internet invisible chez FIP Éditions. J'ai une question rituelle pour achever de présenter un invité. Que répondez-vous à un enfant de 9 ans quand il vous demande ce que vous faites dans la vie? Voilà, ça c'est la question vache. Oui. Dis donc, là. Bon, un enfant de 5 ans, là. Alors, 5 ans. Je cherche le sens du monde, disons. J'observe et je livre mes observations lorsque j'en ai des pertinentes. Est-ce qu'il y a 2-3 virages ou 2-3 rencontres, soit avec des vraies personnes, soit avec des bouquins, des œuvres, qui vous ont fait vraiment prendre le chemin que vous avez emprunté? Dans mon livre, j'évoque principalement Francisco Varela, le biologiste et philosophe bien connu, qui est décédé trop tôt malheureusement. Et c'était vraiment une grande rencontre. Il y en a d'autres en fait. En fait, mon livre est jalonné de rencontres, de chercheurs, de praticiens qui m'ont inspiré. Oui, c'est essentiel, ouais. Des personnages comme ça. Donc il y a aussi Jean-Louis Dessalles, dont je parle beaucoup, qui est un chercheur en sciences cognitives avec lequel je travaille depuis une dizaine d'années. Voilà, c'est 2 personnages essentiels, mais il y en a beaucoup d'autres. Niels, je vais te laisser la parole. Merci Éloi, bonjour Olivier Aubert. Merci beaucoup d'être avec nous depuis Bruxelles, où vous vivez depuis plusieurs années. Alors moi j'avais une petite question, c'est pourquoi Bruxelles? Pourquoi vous êtes parti à Bruxelles après avoir pas mal travaillé en France? Pourquoi Bruxelles? Parce que la vie y est agréable. Il n'y avait aucune raison économique. Une raison professionnelle de vous rapprocher de... Non, aucune. Je pourrais être un peu sur Mars, mais sur Mars, il n'y a pas de frites, il n'y a pas de... voilà, il n'y a pas la bonne franquette qu'on trouve à Bruxelles. Alors, on va parler de votre livre que je montre à l'image, qui est donc le reflet de vos recherches, des recherches que vous menez depuis une trentaine d'années. Le livre est tout à fait passionnant. C'est à la fois une démarche scientifique et puis un quasi-manifeste politique. Vous appelez à l'émergence de ce que vous appelez l'être en réseau, qui dessine un nouveau paradigme culturel et social et peut-être même économique. Mais pour y parvenir, il faut changer les rapports de pouvoir en passant de l'asymétrie à la symétrie des rapports humains. Et pour illustrer ça, vous prenez la métaphore de l'oiseau dans la main de Darwin. Est-ce que vous pouvez raconter cette petite histoire et qui va poser finalement un peu la toile de fond de votre démarche? Le livre aboutit à se poser beaucoup de questions sur l'économie, sur la monnaie à la toute fin, et je suis allé chercher un personnage qui a priori qui est pas un économiste pour parler, pour voir un petit peu ce qu'il pensait de la monnaie et des rapports de pouvoir que la monnaie entretient. Et j'ai trouvé Darwin et je rapporte cette anecdote à propos des oiseaux lorsqu'il il est allé sur une île, je crois, dans le Pacifique. Il a remarqué que les oiseaux se posaient sur sa main naturellement et qu'il suffisait de fermer sa main pour attraper les oiseaux. Et Darwin s'est demandé, mais comment est-ce possible que ces oiseaux finalement se mettent dans la main du prédateur? Et il a conclu que, enfin, il s'est interrogé, il a demandé à d'autres explorateurs s'ils avaient fait la même expérience, et effectivement d'autres avaient fait la même expérience. Et il a conclu que ces oiseaux, finalement, qui n'avaient jamais rencontré l'espèce humaine, avaient ce qu'il a appelé un défaut de timidité. Et vu que l'espèce humaine peuplait la planète à la fin du 19e siècle, ils avaient fait carrément le tour, en fait. Darwin a conclu que
enfin, supposer que en 2 siècles tout au plus, les oiseaux apprendraient la timidité et apprendraient à se méfier de nous. Et puis, il n'en est rien. En fait, beaucoup d'oiseaux n'ont pas eu le temps d'apprendre la timidité et ont disparu bien avant de l'avoir apprise. Voilà, et donc voilà, c'est cette main de Darwin qui m'a inspiré pour décrire peut-être enfin, une métaphore de la situation dans laquelle on est aujourd'hui dans le monde. On est nous-mêmes on est nous-mêmes notre propre prédateur en gros, et nous-mêmes en train de nous placer entre nos propres mains et nous broyer en quelque sorte. Et voilà, j'essaye dans le livre peut-être de trouver des moyens d'échapper à cette main, notre propre main, hein, de façon à trouver des conditions d'existence durables et en harmonie peut-être avec l'autre et l'être en réseau que j'évoque dans le livre. Et cette histoire raconte bien que le pouvoir utilise la symétrie des relations, et vous dites que le jour où on connaîtra tous les ressorts cachés du pouvoir, bah, il n'existera plus. Alors pourtant, vous rappelez également que l'aliénation est une condition nécessaire à l'équilibre des systèmes. Le cerveau humain lui-même fonctionne comme ça d'ailleurs, il oublie ou reprogramme des informations pour pouvoir fonctionner. Est-ce que l'idée d'une symétrie systématique n'est pas un mirage? Je reprends encore les oiseaux pour juste aller plus loin dans la métaphore. Si Darwin, disons, pensait qu'il y avait un défaut de timidité, plus tard est arrivé un éthologue qui s'appelle Atmos Zahavi, qui lui a fait une toute autre hypothèse à propos du comportement des oiseaux. Il a observé d'autres espèces où il y avait des comportements un peu similaires vis-à-vis des prédateurs, d'autres oiseaux vis-à-vis, par exemple, d'un serpent, qui se mettent en avant et qui essayent ensemble, en groupe, attaquer le serpent et c'est à qui serait le plus proche du serpent en question. Évidemment, le serpent, ça ne l'inquiète pas du tout, ces petits oiseaux qui viennent le titiller. Au contraire, il peut en dévorer un facilement au passage. Et Zahavi dit, les oiseaux explique ce comportement en disant que finalement c'est un comportement de bravade, de bravoure. C'est-à-dire que les oiseaux sont en compétition les uns avec les autres pour paraître les plus braves possibles, les plus courageux. Et pourquoi? Parce que les oiseaux ont une structure sociale particulière et les plus braves ont plus de chances d'être recrutés dans des groupes, dans des coalitions d'oiseaux. Et donc, c'est un comportement émergent, un comportement qui a été sélectionné par sélection naturelle, par évolution, pour voilà sélectionner les oiseaux les plus braves entre guillemets, quitte à se faire dévorer au passage. Voilà, et donc les oiseaux qui se précipitent dans la main de Darwin sont des oiseaux qui ont un comportement asymétrique, entre guillemets, qui essayent de se montrer plus braves aux yeux de leurs congénères, quitte à globalement précipiter l'espèce dans le néant, puisque de fait ces oiseaux ont disparu. Voilà, c'est un peu ce qui nous arrive aujourd'hui. Il y a une sorte de compétition humaine à travers l'espèce humaine, entre l'espèce humaine, entre les individus, pour en gros paraître non pas braves comme les petits oiseaux, mais disons prononcer des paroles, être intéressant, diriger, voilà, insuffler même plus fondamentalement, je parle de désigner ce qu'il y a d'inattendu dans l'environnement, de façon à être reconnu par la collectivité, par notre entourage social, comme des bons guetteurs, entre guillemets, dignes d'être recrutés dans une coalition ou une autre, évidemment pas d'oiseaux, mais d'humains. Voilà, et ça c'est un comportement qui est inscrit, je crois, dans notre espèce et qui
sans doute a des avantages sur le plan de l'évolution, parce que de fait, les bons guetteurs sont précieux, mais aussi qui, avec les technologies réseau et médiatiques qu'on a développées, voilà, ce comportement de bravade, de bravoure prend un tour pathologique, ce qui fait que éventuellement ceux qui peuvent paraître les plus braves et qui sont pas forcément les plus éclairés peuvent arriver dans des positions sociales absolument des plus élevées. Je parle pas du président des États-Unis, par exemple, et conduire la collectivité vers l'abîme. Voilà. Ce que vous dites rentre fortement en résonance avec l'un de nos précédents invités pour son livre Le bug humain, donc Boller, qui décrit très très bien pour comment effectivement l'espèce humaine est programmée depuis des temps immémoriaux pour faire répondre à certains impératifs d'évolution. C'est ce qui lui a permis de rester et d'évoluer, mais qu'en même temps, cette programmation aujourd'hui arrive à ses limites, entre guillemets, parce qu'on rentre justement dans quelque chose qui est assez nouveau dans l'histoire humaine, qui est l'évolution exponentielle des technosciences qui sont en train de transformer complètement nos capacités. Bernard Stiegler, que vous citez dans le parle d'une nouvelle organologie où le numérique forme des extensions de nos organes, des externalités cognitives qui changent complètement nos capacités, notre rapport au monde. Comment vous voyez-vous justement cette transformation de l'humain aujourd'hui? Est-ce que c'est un nouveau paradigme qui est en train? Est-ce que ça ouvre un nouveau paradigme aujourd'hui du fait que, par exemple, ça nous connecte à tout? Enfin, ça connecte tout à tout, par exemple. Il y a clairement une rupture anthropologique, une sorte de, on est dans une caisse de résonance mondiale qui crée des phénomènes émergents absolument éventuellement cataclysmiques. Et je pense que l'épidémie qu'on vit aujourd'hui fait partie de ce tableau. C'est bien nous qui, certes, il y a un petit virus issu de nulle part qui arrive, mais ensuite les actions, réactions des uns et des autres, des corps constitués, des organisations, des gouvernements, etc., conduit à l'émergence de ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Vous dites que les réseaux peuvent être centrés ou acentrés, centralisés ou distribués. Est-ce que vous pouvez préciser un peu ça? Et vous dites surtout que l'Internet aurait pu être totalement différent suivant un scénario ou l'autre. Est-ce que vous pouvez expliciter un peu cette notion de centré à centré? Le générateur politique dont on va parler un petit peu plus est un jeu d'interaction collective qui est une sorte de modèle de l'interaction sociale au sens large. Et c'est un jeu en réseau qui peut fonctionner sur différents types de réseaux. Donc des réseaux soit centralisés, et ça a commencé sur un Minitel, tout simplement avec un serveur central, soit des réseaux complètement distribués pair à pair, et donc sans centre du tout. Pour le commun des mortels dont je fais partie, c'est pas forcément évident de bien comprendre la différence entre centralisé et à centrer. Est-ce que vous pouvez prendre des exemples? Est-ce qu'on peut dire que, par exemple, les plateformes aujourd'hui numériques, c'est c'est centré? Et qu'est-ce qui serait à centrer, par exemple, Par exemple, Facebook, que je ne sais combien de milliards de personnes pratiquent, est un système centralisé. Il y a bien quelque part un point de recoupement de l'information, un data center, etc., où tout transite. Évidemment, c'est répliqué sur de multiples autres serveurs et de temps en temps, il peut y avoir des interactions qui passent pas par le centre. Mais voilà, dans les faits, on utilise des réseaux sociaux qui sont faits, ou des cloud computing, je sais pas quoi, qui sont faits complètement cristallisés sur des centres bien particuliers. Et il est tout à fait possible. Enfin, j'ai eu la chance de faire partie d'un groupe de recherche dans le milieu des années 90 qui travaillait sur un protocole expérimental concurrent de celui employé par le web.
Et ce protocole de l'Internet, qui s'appelle Multicast, permettait de faire des choses tout à fait similaires à ce qu'on fait avec Facebook ou avec Twitter, ou même ce qu'on fait là maintenant en visioconférence, sans l'intermédiaire de quelque centre que ce soit. Voilà, donc c'est vraiment le réseau dans son ensemble, de manière distribuée, qui se débrouille pour acheminer les communications entre les uns et les autres. Et ce réseau-là, aujourd'hui, il est utilisé, ce réseau acentré, et par qui? Enfin, est-ce que là, on est dans le monde des hackers ou pas? Enfin, est-ce qu'il y a des systèmes qui sont grand public du réseau acentré? Ce sur quoi j'ai travaillé au milieu des années 90, ce protocole multicast, il existe toujours virtuellement dans Internet, mais il n'est pas proposé au grand public. C'est-à-dire, voilà, de chez soi, on ne peut pas accéder à ce protocole. Par contre, les opérateurs l'utilisent pour leurs besoins internes et de manière le plus souvent asymétrique. Par exemple, la télévision sur ADSL fonctionne de cette manière-là, mais de manière asymétrique. C'est-à-dire que, évidemment, pardon, quand vous êtes chez vous et vous avez accès à 500 chaînes de télé, il est bien évident que ces 500 chaînes de télé n'arrivent pas à la maison en même temps. Non, c'est l'une ou l'autre qui va arriver, suivant que vous la demandiez. Et elles sont expédiées jusqu'aux utilisateurs grâce à ce protocole. Mais en retour, évidemment, vous pouvez pas émettre de la même manière, parce que ce protocole est rendu artificiellement asymétrique, alors que fondamentalement, il est symétrique et chacun pourrait émettre et recevoir de la même manière. Vous parlez de perspective spatiale ou perspective optique qui est apparue au XVe siècle. Alors, comment arrive-t-elle? Qu'est-ce que ça a changé dans nos représentations du monde? C'est important. Enfin, c'est un moment important de votre livre. Pourquoi c'est un moment important et on va voir qu'après, justement, il y a des choses qui changent. Mes expériences sur les réseaux, d'abord sur des réseaux centralisés, m'ont attiré mon attention sur effectivement l'émergence de la perspective vers 1420, inventée par Filippo Brunelleschi, un architecte italien à Florence. Pourquoi? Parce que voilà, le centre de ce centre artificiel des réseaux qui permet l'interaction collective, finalement, ressemble au point de fuite de la perspective. C'est le point qui permet la représentation de l'espace à 3 dimensions sur la surface bidimensionnelle du tableau, moyennant une construction géométrique. Et finalement, dans un réseau centralisé, on a un phénomène similaire. On utilise ce centre, qui n'est plus un centre physiquement sur une surface d'un tableau, mais qui est un centre, qui est un point situé quelque part dans l'espace, pour interagir et former l'image du collectif qui interagit avec lui-même. Là, par exemple, nous sommes 3 là sur notre écran en train de parler. Eh bien, nos sons, nos images passent par un point particulier, et qui est un point de fuite très très local, là quelque part sur un logiciel, sur une plateforme qui s'appelle Jitsi, je crois, et qui permet de faire cette interaction collective. Et alors c'est proche, tout à fait proche de l'émergence de la perspective vers 1420 et la Renaissance, parce que c'est quelque chose qui bouleverse l'espace et le temps. Et le pouvoir, bien entendu, parce que à la Renaissance, l'invention de la perspective va bouleverser la représentation du monde. On est passé d'une représentation hiérarchisée, suivant des catégories symboliques ou religieuses. On voit bien en peinture. Hein, on faisait des peintures au Moyen Âge sur fond doré avec des personnages de taille variable suivant leur importance religieuse, symbolique, économique, que sais-je. On est passé donc de cette représentation hiérarchisée à une représentation géométrisée par la simple construction en perspective, et tout ça moyennant l'utilisation d'un point de fuite qui représente l'infini et l'inconnaissable, qui est bien ancré dans le tableau quelque part.
Aujourd'hui, de la même manière, on peut interagir collectivement en utilisant donc un point de fuite qui n'est plus un point de fuite spatial, mais qui est un point de fuite temporel, et qui est le serveur par l'intermédiaire duquel on interagit. Alors pourquoi temporel? Parce que en fait, dans un réseau centralisé, toutes les informations émises par les uns et les autres convergent vers le serveur, sont agrégées d'une manière ou d'une autre par un algorithme quelconque. De là émerge une information qui est redistribuée vers tout le monde. Et cette information, cette émergence n'existe pas tant que toutes les informations ne sont pas parvenues au centre. Et donc, il y a bien un phénomène temporel au niveau du centre, au niveau du point de fuite. Et c'est pourquoi je l'ai appelé perspective temporelle, point de fuite temporel. Et cette perspective temporelle crée ce que vous appelez la perspective anoptique, c'est-à-dire où justement il n'y a plus de centre. C'est la première des perspectives anoptiques. Dans le livre, j'en détaille 3. La perspective temporelle, qui est fondée sur donc un point de fuite physique quelque part. La perspective numérique, qui relève des réseaux distribués que j'évoquais tout à l'heure, et qui, elle, n'a pas besoin de centre quelconque, mais qui utilise finalement l'équivalent d'un centre qui est simplement un code ou un signe de reconnaissance. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, la visioconférence qu'on fait aujourd'hui, on pourrait la faire sur un réseau distribué, mais pour pouvoir la faire, il faudrait qu'on partage tous le même code, le même signe de reconnaissance, de toute façon à entrer dans ce forum en quelque sorte distribué. Et à partir de ce moment-là, le réseau ferait le reste. Et donc là, on a non plus un point de fuite, mais un code de fuite. Le code qui nous permet de nous reconnaître et d'être ensemble. Et puis, il y a une troisième perspective anoptique, non optique, qui est une perspective quantique, un petit peu plus complexe à comprendre, mais qui émerge aujourd'hui avec les réseaux quantiques, le calcul quantique, et que j'évoque aussi dans le livre. On a un petit peu posé quelques concepts qui permettent de rentrer maintenant un peu dans ce travail du générateur poétique, ce que vous appelez la sonde de GP. Dont l'histoire, si je ne dis pas de bêtises, a démarré avant Internet, ou en tout cas la démocratisation d'Internet. Ça a démarré avec le Minitel et elle se poursuit encore aujourd'hui. Elle n'a cessé d'évoluer. Est-ce que vous pouvez raconter ce travail? Comment et pourquoi ça a démarré il y a 30 ans? Et puis peut-être les grandes étapes. Ce générateur poétique est donc un jeu, mais à la base, un jeu collectif sur réseau. Très particulier, mais à la base, c'était une simple expérience de pensée. D'un seul coup, qui m'est tombé dessus, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passerait si? C'est vraiment purement théorique comme ça. Qu'est-ce qui se passerait si on était tous sur une place de village, par exemple, avec au-dessus de nous, au-dessus de la place de village, donc on est une foule, et au-dessus de la place de village, il y aurait un grand miroir. Et il serait possible en levant les yeux, tous, de se voir dans le grand miroir et de se situer donc dans la foule. Donc on serait à la fois dans la foule et au-dessus de la foule. Qu'est-ce qui se passerait si nous, voilà, acteurs humains, on avait cette possibilité d'être à la fois dedans et au-dessus, d'avoir un point de vue surplombant et d'être en même temps dans le collectif. Et alors évidemment, en plus, ce qui serait drôle, c'est d'avoir des chapeaux colorés, pouvoir changer la couleur du chapeau. Et là, en regardant en l'air, eh bien, on pourrait, suivant notre position dans cette image, qui pourrait ressembler d'abord à une sorte de macédoine de légumes avec des couleurs de chapeaux différents, on pourrait changer la couleur en fonction de la couleur des voisins, et puis ça dessinerait des motifs. Mais qu'est-ce que ça ferait? Voilà, c'est né comme ça, cette expérience de pensée, ce générateur poétique est né comme ça. Et puis, j'ai tout de suite dit, je me suis dit, tiens, mais on pourrait en faire un prototype. On pourrait le réaliser concrètement pour voir ce que ça donnerait. Et donc, c'est comme ça que, avec l'aide de quelques camarades, on a fait
la première expérience sur Minitel, tout simplement avec un serveur central donc qui permet de dessiner par Minitel donc nos petits chapeaux carrés, nos petites mosaïques, et de fabriquer, d'envoyer ces mosaïques personnelles vers un serveur qui agrège ces informations, fabrique l'image globale qu'on voit de la même manière que qu'en levant les yeux pour regarder à travers dans le miroir. Vous observez ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous découvrez justement où vous dites « Oula, je tiens un truc ». Qu'est-ce qui se passe? On n'en sait rien. On pourrait. J'ai soumis dès voilà l'éruption de cette expérience de pensée, j'ai soumis cette idée à des chercheurs en sciences cognitives ou des théoriciens ou des cybernéticiens qui m'ont dit, certains m'ont dit il se passera rien. Je citerai pas les noms. Et d'autres m'ont dit ah c'est intéressant. Ouais. Et puis en fait quand on fait l'expérience concrètement, on se rend compte qu'il y a bien un phénomène d'émergence. C'est-à-dire que cette macédoine de légumes, ce chaos informe de couleurs, s'auto-organise et que ça fabrique une sorte d'image. Alors à l'époque, c'était en noir et blanc, ça a commencé, donc il fallait vraiment de l'imagination pour voir que quelque chose se passait. Mais effectivement, chacun interagit avec les autres via cette image, réagit au changement des uns et des autres, et quelque chose se passe. C'est-à-dire émerge un sens reconnaissable par tous. Et là, effectivement, je me suis dit, ah, on tient quelque chose. Peut-être il faut préciser que, si je dis pas de bêtises, les gens ne communiquent pas entre eux. Il y a personne qui peut dire, les gars, si on fabriquait telle image, c'est pas comme ça que ça marche. C'est vraiment de l'émergence spontanée. Exactement. Il n'y a pas de mot d'ordre, il n'y a pas de pilote dans l'avion. Personne n'a une position particulière et surtout pas moi. Je n'interagis pas plus que d'autres dans ces expériences. Et quelque chose se produit, ça finit par raconter des sortes d'histoires. Alors donc maintenant, donc des années plus tard, maintenant ça marche sur les réseaux mobiles, ça a marché sur des réseaux, différents types de réseaux, entre autres des réseaux distribués. Et effectivement, il y a eu des expériences avec des dizaines, des centaines de personnes en même temps. Et quelque chose se passe, ça raconte des histoires que personne ne contrôle, mais qui ont une certaine cohérence, et qui résonnent aussi un peu avec l'actualité, avec l'imaginaire du moment. Et voilà, et ces expériences sont toujours aussi troublantes parce que au fond du fond, on ne sait pas ce qu'il se passe vraiment, comment ça se passe, quoi. Donc c'est un grand mystère. Qui m'intéresse depuis 30 ans et plus. Ce qu'on peut dire, c'est que le générateur poétique donne des représentations, vous l'avez dit, de phénomènes émergents spontanés. C'est une sorte de processus d'autoproduction de miroirs collectifs, si j'ai bien compris. Est-ce qu'on peut considérer, ou est-ce que, en tout cas, vous considérez que ça pourrait être un outil, une sorte d'interface au service de nouvelles formes d'intelligence collective? C'est-à-dire qu'on la mesure à travers des études du MIT et tout ça depuis longtemps maintenant. On mesure, je dirais, le niveau d'efficacité de l'intelligence collective. On sait que ça existe. Pour autant, on n'a pas les outils d'interface qui permettent de la jouer, je ne sais pas comment dire. Est-ce que le générateur, quelque part, explore cette question-là? Dans le générateur poétique, il y a une sorte de symétrie des relations entre les uns et les autres. Il n'y a pas, personne n'a un rôle particulier. On est tous équivalents les uns des autres. Bien sûr, on a tous nos idées, notre passé, notre culture, que sais-je. Mais on a tous une position équivalente. Dans la vraie vie, c'est pas le cas du tout. Au contraire, les interactions sociales de la vie quotidienne présentent toujours une forme ou une autre d'asymétrie, parce que nous avons tous un rôle, une position, que sais-je, et puis on interagit à travers des réseaux qui sont aussi formatés comme ça, où ne serait-ce que dans une salle de classe, c'est un réseau. Une salle de classe, il y a un professeur, il y a des élèves, il y a des positions asymétriques. Et en fait, dans le livre, je développe finalement deux modèles de l'interaction sociale. Un modèle symétrique dont le générateur poétique est un représentant, un objet expérimental,
Et puis, je développe aussi un modèle de l'interaction sociale asymétrique sur la base des travaux, entre autres, de mon compère Jean-Louis Dessalles, une sorte de modélisation de ce qui se passe, en fait, dans l'interaction sociale usuelle asymétrique. Voilà. Et en comparant, finalement, ces deux modèles d'interaction sociale symétrique et asymétrique, on peut voir pas mal de choses et imaginer des transformations possibles de nos manières d'être les uns avec les autres qui iraient un peu plus dans le sens de la symétrie et qui abandonneraient, disons, des cristallisations sociales que les réseaux, par exemple les réseaux numériques, ne font qu'industrialiser, disons, nos asymétries naturelles, nos asymétries sociales naturelles ou cognitives, et peut-être qu'on pourrait apprendre finalement à resymétriser un petit peu nos relations de façon à éviter la manne Darwin dont on parlait au début. Puisque voilà, cette asymétrie de relations fait qu'on est tous en compétition. Et justement, cette cristallisation dont vous parlez sur les réseaux, notamment les réseaux sociaux, les contenus mimétiques qui prolifèrent sur les réseaux sociaux au gré des événements, on dit que d'une certaine manière, ça pourrait être un peu l'équivalent des gènes du réseau social. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée? Oui, sans doute, il y a une forme de validité de cette idée. Il y a, disons, il y a cette prolifération de mèmes sur les réseaux qui sont pour la plupart asymétriques, conduisent à une forme de guerre, de compétition des mêmes les uns avec les autres, des compétitions des individus les uns avec les autres pour trouver une place dans cette mémétique généralisée. Ça peut aller jusqu'à effectivement des phénomènes très violents, je trouve. Et je pense que si on arrivait ensemble à apprendre collectivement de nos erreurs, de nos emballements mimétiques sur les réseaux, de la manière dont on se fait manipuler par l'industrialisation de nos asymétries cognitives, petit à petit, si on arrivait à aller dans le sens d'une sorte de symétrie de nos relations, je pense que la compétition des mêmes, la guerre mimétique prendrait une toute autre tournure et irait dans un sens, je crois, beaucoup moins guerrier, beaucoup moins cataclysmique que ce qu'on voit de nos jours. Vous parlez justement dans le livre de phénomènes d'individuation collective, de synchronisation des cerveaux. Est-ce que vous pouvez en dire justement un petit peu plus sur ces notions-là? La plupart du temps, on est donc dans des interactions sociales asymétriques. Pour comprendre ça, il faut imaginer que très simplement, on a tous un temps de vie et un temps d'attention limité. On ne peut pas porter de l'attention à tout le monde, évidemment. Donc, on est obligé de choisir ceux auxquels on prête de l'attention. Donc, par exemple, notre famille, etc., nos amis proches. Et en général, ces gens-là nous le rendent bien, c'est-à-dire qu'on passe autant de temps avec eux qu'ils passent avec nous. Mais ça, ce n'est que pour notre petite bulle très rapprochée. Au-delà d'une certaine de cette bulle, évidemment, il y a des gens auxquels on prête de l'attention qui, en retour, ne nous prêtent pas du tout d'attention. Et donc là, commencent des relations sociales asymétriques qui sont précisément industrialisées, par exemple, par Twitter. Sur Twitter, on suit certaines personnes qui ne nous suivent pas forcément en retour. Il y a des gens qui ont des millions de followers et d'autres pas du tout. Je pense qu'on peut apprendre de nos erreurs liées à l'industrialisation de nos asymétries pour essayer de resymétriser un petit peu les choses
et retirer une partie de la puissance des réseaux sociaux auxquels on est complètement livré aujourd'hui, dans un sens qui va vers une sorte de conflagration mémétique. Et justement, vous militez depuis des années pour les mouvements open source, peer-to-peer, l'innovation ouverte et tout ça. Comment voyez l'évolution du monde actuellement sur ces questions-là? Est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou... Alors, basiquement, je suis optimiste. Je pense qu'on est en train d'apprendre à vitesse grand V de nos erreurs. Et en se prenant pas mal de baffes, c'est aussi comme ça que ça en fait partie, quoi, de l'apprentissage. On se donne des baffes à nous-mêmes. D'ailleurs, enfin, la main de Darwin s'ouvre et se ferme de manière de plus en plus virulente et accélérée. Mais globalement, je pense qu'on est en train d'apprendre à maîtriser finalement les perspectives anoptiques dont je parlais tout à l'heure, qu'on a inventées sans le savoir, tel Monsieur Jourdain, depuis l'éruption des télécommunications il y a 2 siècles. On est en train de comprendre petit à petit le milieu dans lequel on a pénétré avec ces technologies de réseau, et à petit développer une culture qui, j'espère, va permettre de nous échapper de cette main de Darwin, de la compétition généralisée des individus et des mêmes les uns avec les autres. Vous parlez dans le livre d'une technologie relativement récente, qui est celle de la blockchain. Est-ce que elle pourrait constituer une des clés justement qui nous permettrait d'une certaine manière de faire un peu éclater le système centralisé, quoi? La technologie en tant que telle, pas forcément, mais certaines applications de cette technologie, oui, sans doute. Donc j'évoque à la fin du livre des questions monétaires et des expériences monétaires qui utilisent entre autres la blockchain et qui permettraient effectivement de développer disons la monnaie. La monnaie, c'est typiquement un réseau distribué et dont le code de fuite est précisément la monnaie. Mmh. La monnaie, alors pas forcément le dollar ou l'euro, mais la monnaie au sens le code monétaire, le code d'émission, le code suivant lequel la monnaie fonctionne. C'est ça voilà. Et je pense que ce réseau distribué, cette perspective anoptique numérique qu'est la monnaie, est amenée à muter. Notamment avec l'éruption de la blockchain qui montre que finalement le code monétaire peut muter. Le Bitcoin a montré qu'il était possible d'imaginer quelque chose d'autre. Je suis pas du tout convaincu du contraire, que Bitcoin n'est pas forcément la solution ultime, loin de là. Mais d'autres expériences certainement qui ont été encouragés par Bitcoin, montrent que effectivement ce code monétaire peut muter. Il peut y avoir une sorte d'exaptation du code monétaire, c'est-à-dire une mutation radicale allant dans un sens beaucoup plus durable, beaucoup plus symétrique, qui nous permettrait de construire une société plus durable. Vous êtes également artiste. En fait, vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes un être hybride. Et aujourd'hui, je crois qu'on rentre justement dans un monde de plus en plus hybride. Et je sais, pour suivre vos travaux depuis longtemps, que vous avez vraiment cet ADN de l'artiste qui est à la croisée des arts, des sciences, des technologies, du social, etc., de l'économie, enfin sur plein de sujets. Vous avez une démarche qui est très transdisciplinaire. Quel est votre regard à vous aujourd'hui sur l'art aujourd'hui? Je pense que l'art est le contexte, disons, dans lequel il est possible d'apprendre collectivement. Et l'art que je propose est foncièrement collectif, mais il y a évidemment d'autres expériences artistiques collectives qui permettent d'apprendre. Le milieu dans lequel nous baignons
et dans lequel, et pour lequel nous n'avons pas encore les antennes cognitives suffisantes et pertinentes pour en maîtriser tous les attendus et vivre ensemble dans ce milieu. Je pense que voilà, l'art est voilà ce contexte dans lequel il est possible d'apprendre collectivement, sans grands mots, sans grande théorie, sans aller chercher des concepts scientifiques ou mathématiques, que sais-je. Voilà, l'expérience, par exemple, que je propose, elle est accessible aux enfants de 3 ans comme aux polytechniciens ou aux chercheurs en sciences cognitives ou à l'économiste du plus haut niveau. Tous peuvent jouer tous ensemble et être au même niveau d'incompétence vis-à-vis du mystère qui se trame dans ce jeu. Oui, parce que la force de l'art, c'est d'entrer par les sens, l'émotion, l'imaginaire, et c'est ce qui est le plus inclusif. Finalement, effectivement, ça touche tout le monde. Et j'ai envie de poser la même question pour la science, c'est-à-dire que comment vous voyez aujourd'hui le monde de la science de manière très intuitive comme ça. Hein, je vous demande pas un exposé sur le monde de la science, mais votre ressenti aujourd'hui sur ce monde qui est dans une évolution exponentielle incroyable, quoi. Oui, c'est l'autre domaine dans lequel évidemment on apprend beaucoup. Disons moi, pour ma part, je suis très très intéressé par des percées théoriques, donc je passe beaucoup de temps à discuter avec des théoriciens, aussi bien en mécanique quantique que en psychologie cognitive ou que sais-je, ou en maths. Mais aussi, je suis très très intéressé par vraiment l'expérience, quoi, de se confronter vraiment au terrain, observer ce qui se passe, oui, vraiment dans des expériences très très pratiques. Alors, vous avez dit un mot qui devient de plus en plus magique aujourd'hui, qui est le quantique. L'informatique quantique commence à arriver. La physique quantique, il y a déjà un siècle, a bouleversé notre vision des lois de l'univers. Les phénomènes d'intrication, les multivers aujourd'hui dont on parle avec tout ça. Je suis une sorte de disciple, pour pas dire un membre du groupe de recherche qui s'appelle Bruxelles, enfin disons l'école de mécanique quantique de Bruxelles-Genève. Voilà, on parlait de l'école de Copenhague ou du groupe de Copenhague, il y en a d'autres. Là, et en fait, le groupe de Bruxelles-Genève a une approche de la mécanique quantique tout à fait originale, à la suite d'un physicien quantique qui s'appelle Dietrich Hertz, qui depuis une vingtaine d'années a posé les bases d'une nouvelle manière de concevoir la mécanique quantique et aussi le langage. En fait, son idée est de dire que les particules subatomiques se comportent comme des concepts, comme les concepts de notre langage. Et inversement, que nos concepts, ceux qu'on a dans la tête, bien que ça veuille rien dire qu'on a des concepts dans la tête, nos concepts se comportent comme des particules subatomiques. C'est-à-dire que, en fait, il a utilisé le formalisme mathématique de la mécanique quantique permettant de décrire le comportement des électrons, des photons, etc., pour décrire le comportement de nos concepts, de notre langage. Et donc, en employant le formalisme mathématique de mécanique quantique, classique, physique, dans le domaine du langage, il a développé, avec d'autres, un peu plus dans cette approche mathématique liée dans le domaine cognitif. Et en retour, ce qui est le plus beau, c'est que finalement, ce nouvel attirail mathématique, il l'a reprojeté dans le domaine de la mécanique quantique, de la physique dure, et vu qu'elle pouvait permettre de dépasser certaines limites de la mécanique quantique usuelle. Et donc ça, c'est un champ de recherche émergent là depuis, oui, une vingtaine d'années, mais de manière accélérée depuis 10 ans, et qui
qui est absolument bouleversant, parce que ça jette un nouvel éclairage, aussi bien sur notre langage que sur le monde subatomique, quoi. Et c'est une magnifique transition, effectivement, que Niels, tu m'as offert sur un plateau. Merci beaucoup. Nous allons passer à une chronique de Laura Plisson, qui s'est intéressée à de la création, à de l'art autour de la physique quantique, justement. On se retrouve juste après. Pour cette chronique, je vais partir d'une citation de Monsieur Aubert. Je cite « Pour l'anoptisme, les relations humaines ne sont pas réductibles à la mise en place d'une boucle de rétroaction cybernétique entre le groupe et les individus. L'essentiel est définitivement invisible à nos yeux. Le deuil de l'objectivité est rendu supportable par le fait que chacun est potentiellement auteur des points de vue et acteur des règles et des codes qu'il met en œuvre. L'anoptisme entend fonder de cette manière la légitimité d'une perspective numérique à mettre en œuvre au sein des systèmes sociaux. » Fin de la citation. J'ai décidé ici d'aller encore plus loin que le numérique pour vous parler des pouvoirs de la physique quantique que notre invité aborde déjà dans son ouvrage. L'invisibilité et la subjectivité dont il est question chez notre invité sont des sujets sur lesquels l'artiste et scientifique en physique quantique Libby Hannay s'est penché dans ses installations en réalité virtuelle Quantum Fake, qui a été réalisée en 2018, et Quantum Breathing, qui a été réalisé l'année d'avant. Quantum Breathing a pour but d'immerger son utilisateur dans une expérience interactive. Ici, on traite de l'aspect éthique de la puissance quantique, où l'on projette le public dans les bureaux de la société imaginaire QVR Corp. Nous y sommes amenés à spéculer sur une nouvelle technologie matérialisée aux yeux de l'utilisateur par des visuels générés sur mesure, tandis que la puissance de l'informatique quantique est aussi utilisée pour prélever des données privées sur l'utilisateur. Mais là où la physique quantique est utilisée pour lire dans l'esprit des potentiels consommateurs, pour en extraire de l'information, Quantum Fake, en revanche, s'intéresse à la protection des données à travers le concept de la cryptographie quantique. Dans cet univers virtuel de cette installation Quantum Fake, les perceptions de l'espace et du temps, ainsi que celles des formes, sont complètement perturbées. Dans cette installation, des bustes de Nefertiti sont cryptés, de façon à progressivement se déformer lorsque les utilisateurs les regardent. En effet, une information, lorsqu'elle est fondée et cryptée sur des principes quantiques, est absolument indéchiffrable à condition de disposer du code. Ce qui est matérialisé ici par la déformation des bustes, puisque nous ne sommes pas à même de comprendre le message qu'ils renferment, nous ne pouvons pas les voir et l'espace et le temps se distordent. Le propos de cet artiste scientifique est justement que le quantique, cette nature invisible, va faire entrer l'humanité dans un nouveau paradigme, lorsque celle-ci se la sera pleinement appropriée, permettant ainsi une interconnexion entre une pluralité d'individus et de visions du monde. La subjectivité aura ainsi un rôle primordial dans la société quantique. Ces deux œuvres montrent également les pouvoirs de ce matériau quantique, de cette physique, qui peut servir des causes très différentes, bonnes ou mauvaises, en fonction des jugements de valeur qu'on leur accole, et montre aussi que l'utilisation de ces capacités, de tout ce que la physique quantique peut engendrer, reste éminemment politique. On peut décider soit d'en faire un outil pour faire avancer les sciences sociales et l'interconnexion entre les êtres humains, ou bien on peut s'en servir comme une arme. Merci Laura Plisson pour cette chronique à distance. Merci à Jérémy pour l'assistance sur le montage, sur l'habillage. Niels, est-ce qu'on peut passer un dernier mot pour clore cette émission? Je voudrais juste redire que ce livre a été vraiment une très belle découverte. Il est très dense, très riche, il est parfois un petit peu ardu. J'ai dû relire quelques passages plusieurs fois parce que vous l'avez vu durant l'émission. Ça embarque un certain nombre de concepts et c'est un livre qui n'est pas du tout sur la redondance. Je veux dire que chaque chapitre, on apprend des choses nouvelles, on rentre dans des champs d'expériences scientifiques différents.
mais qui viennent petit à petit s'agréger pour constituer cette histoire qui peut-être qu'Olivier a mis le doigt là sur une future révolution copernicienne dans notre manière de fonctionner, de produire de l'intelligence collective, de voir le monde, de penser, de raisonner, etc. Voilà, en tout cas, c'est assez vertigineux et j'invite vraiment tout le monde à plonger dans cette passionnante aventure. Voilà, Olivier, peut-être. Oui, alors on peut plonger en lisant le livre dans cette aventure, dans les perspectives anoptiques. On peut aussi faire l'expérience très simplement du générateur poétique qui est ouvert 24 heures sur 24 sur le net. Il est préférable d'en faire l'expérience avec des amis en même temps, puisque c'est un jeu collectif, donc tout seul c'est pas très drôle. Il suffit d'aller sur une adresse internet qui s'appelle poietic.net, poietic.net. Et dans ce cas-là, on interagit collectivement à plusieurs sur une image qui se retrouve être diffusée partout, qu'on voit sur son téléphone mobile, mais qui est aussi qu'on peut capter partout et diffuser, afficher dans toutes circonstances. Par exemple, alors ça c'est mon petit hôtel poétique personnel qui est affiché non-stop chez moi. Et dès que quelqu'un va sur le générateur poétique, eh bien je vois apparaître ici les petites images, les images émergentes de l'interaction collective. Et ce type de petit hôtel est dans plusieurs endroits. Plusieurs personnes ont ça dans leur salon, où il y a des commerçants qui ont mis ça dans leur restaurant ou dans leur bar. Voilà, c'est une sorte de petit feu de bois électronique global qui crépite de temps en temps dès qu'il y a du monde qui s'amuse ensemble à comprendre le monde en réseau dans lequel nous sommes. Merci Olivier d'avoir joué le jeu malgré les conditions forcément un petit peu dégradées. Mais merci beaucoup Niels d'avoir d'avoir piloté cette émission. Merci au chat Archie d'avoir laissé Jérémy pouvoir réaliser. Et merci à nos enfants de nous avoir laissé également un petit peu de temps pour passer et continuer de partager le changement car c'est urgent de le faire. Merci à tous et à tout de suite sur les réseaux.